Présente avant d'avancer, je suis Virginia Morera, je travaille chez Jungle, ça fait maintenant 2 petites années, ça a fait au mois de juillet. Qu'est-ce que fait Jungle? Donc je vais vous expliquer un petit peu lors de cette présentation. Même si on parle français, on est sur Lisbonne, effectivement. On a beaucoup de clients sur tout le territoire portugais, mais nos bureaux actuellement sont à Lisbonne. Donc pour l'activité exactement de ce qu'on fait, c'est on accompagne les personnes qui souhaitent s'installer et développer des activités au Portugal dans leur gestion quotidienne, donc dans la compta, la fiscalité, le payroll. Et on a l'avantage, au-delà d'un cabinet comptable traditionnel, d'avoir une équipe de gestion de clients qui fait toute la différence dans l'accompagnement, surtout quand les personnes arrivent, ils savent pas les codes, la langue très souvent, le fonctionnement. Donc on arrive à aider en amont et à quand même vous aider à déménager en confiance avec les connaissances nécessaires et l'accompagnement au quotidien relativement à la compta et aux sujets particuliers qui se ressemblent quand même à la France et à la plupart de l'Europe. On va être réaliste, la plupart des taxes, l'organisation, la législation est plutôt commune, mais après la pratique de l'administration est pas la même, les interprétations non plus. Et donc cette expérience du quotidien, tout en parlant français et en connaissant la réalité de France, finit par être une grande plus-value dans l'accompagnement de nos clients. Pour vous donner une idée, Jungle existe seulement à 6 ans. La société est récente. C'est une société portugaise, mais on est quand même déjà aujourd'hui 25 collaborateurs entre fiscalistes, comptables, administratives, RH et l'équipe de gestion de clients, comme je vous disais. Et on accompagne déjà 380 clients sociétés. Au-delà de ça, on a effectivement les particuliers aussi, un petit peu comme vous, qui nous contactent des fois en amont quand ils sont encore en France ou dans leur pays d'origine pour savoir comment ça se passe au Portugal, quel serait le cadre pour eux, autant en termes fiscaux comme d'autres problématiques, des fois école, maison, assurance, ce genre de choses, comprendre un petit peu le monde au Portugal parce que venir en vacances ou connaître de passage, c'est pas la même chose qu'avoir l'expérience du quotidien d'y vivre. Donc, on essaye au maximum d'anticiper les problématiques pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Et donc, les personnes qui très souvent nous contactent, ils sont même pas encore sur place. Après, on aide à l'installation, par exemple en faisant des demandes de numéro fiscal, de changement d'adresse, inscription à des régimes particuliers. Donc, on aide vraiment dans toutes ces étapes de l'installation et le développement des activités sur place. Pour tout ça, donc effectivement, on a des comptables en interne et des fiscalistes qui dominent complètement le panorama fiscal et savent vous dire qu'est-ce qui s'applique au vu de votre situation, en dépendant de l'activité que vous voulez développer, de la dimension de la structure, si c'est vous tout seul, si vous avez des salariés. Donc bien sûr que les besoins dépendent de société et de typologie d'activité. Mais d'une façon générale, il y a des règles qui sont communes à tous. Donc, toute personne qui a une société au Portugal est obligé d'avoir un expert comptable comme représentant auprès des autorités portugaises. Donc, c'est pas optionnel. Il y a vraiment l'obligation, dès que vous créez, de nommer quelqu'un comme expert comptable de la société et de souscrire un logiciel de facturation certifié. Certifié, ça veut dire quoi? En fait, il est tout simplement communiqué à l'administration, connecté à l'administration portugaise pour communiquer vos ventes. Donc tous les mois, si vous émettez des factures dans votre logiciel et même si vous dites rien du tout aux finances ni à votre comptable, automatiquement, le logiciel de facturation va informer les finances des ventes que vous avez fait ce mois-là. Donc, c'est des automatisations qui existent il y a pas mal de temps déjà. En France, je pense que ça va être le cas à partir de septembre. En tout cas, ils en parlent de la facturation électronique. Mais ici, ça fait déjà une dizaine, une quinzaine d'années même, et ça a aidé pas mal en termes bon, de contrôle, de sujets de TVA. Au moment surtout de la crise au Portugal, l'État a senti ce besoin d'automatiser pas mal de choses, puisque bah, ils avaient moins de ressources humaines déjà pour faire les choses et ça permet d'avoir un suivi, un contrôle plus rigoureux des entrées d'argent dans les sociétés. Au-delà donc du comptable et du logiciel de facturation, il faut prendre en compte que tout gérant de société au Portugal a une cotisation minimum obligatoire à payer pour avoir la couverture sociale de gérant d'une société. Quand on parle d'un gérant qui n'a pas de rémunération et qui cotise déjà autre part, imaginons que vous êtes salarié dans une société ou vous avez une société en France et vous payez déjà l'URSSAF, dans ces scénarios-là, vous pouvez être exonéré de payer au Portugal. Ça veut dire que si vous cotisez déjà quelque part, comme vous dites à l'État portugais que vous avez déjà une couverture sociale, ok, il vous exonère de payer les cotisations sociales obligatoires, sauf si bien sûr vous récupérez un salaire. Si vous récupérez un salaire, il faudra payer les cotisations sociales en dépendant du salaire que vous percevez.
Relativement à la société, donc comme je vous indiquais, la communication des achats et vente doit se faire. Les ventes sont automatiques. Les achats, ça passe par le comptable. Bien sûr qu'il y a un suivi. Je pense que la plupart d'entre vous venant au Portugal a déjà entendu, autant dans les restaurants comme coiffeurs, partout, on vous demande est-ce que vous voulez mettre le NIF sur votre facture? En fait, le NIF, c'est le numéro d'identification fiscale qui vous identifie auprès des finances. Et si vous dites que oui, ben en fait, ça va automatiquement sur votre portail des finances. Donc, c'est le même cas pour les sociétés et ça informe les finances que vous avez fait cette dépense. Par contre, pour que la dépense soit prise en compte par le comptable, il faut qu'il ait le document et la facture avec le détail de la TVA, de qu'est-ce qu'effectivement vous avez acheté pour voir dans la compta où est-ce qu'il va placer ça. Si c'est une facture et une dépense essentielle à l'activité, si c'est un produit, si c'est un déplacement. Donc, en dépendant du détail de la facture, c'est là où le comptable va traiter effectivement le document. Il y a l'obligation donc de payer les cotisations et retenues à la source sur les salaires si vous avez des salaires, de faire les rapprochements bancaires et les déclarations de TVA. Donc ça, c'est ce que le comptable fait mensuellement pour vous. Annuellement, il y a l'obligation de faire les déclarations annuelles, donc le bilan, le connu comme bilan annuel, et de payer l'impôt sur les sociétés. Au-delà de payer l'impôt, quand c'est une société portugaise, vous avez l'obligation d'enregistrer les comptes. Enregistrer les comptes, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement dire au registre du commerce que vous avez bien fait votre bilan, vous avez payé les impôts respectifs et le résultat peut même être disponible en dépendant des sollicitations, surtout si, imaginons, vous avez besoin d'un crédit à la banque, vous faites un concours public parce que vous voulez, comment on dit quand il y a je me souviens pas comment on dit en français, quand c'est un concours public où vous voulez être fournisseur, par exemple, l'État arrive à voir est-ce que vous êtes OK, si vous avez bien soumis tous les comptes et payé les impôts. Donc c'est important, surtout en termes de développement et d'organisation, il n'y a pas d'amende quand on n'enregistre pas les comptes, mais c'est une condition pour réussir à avoir des crédits et avancer dans certaines procédures. Donc il faut quand même le faire. C'est un acte qui est fait par votre comptable suite à la signature des comptes et vous payez 80 € tous les ans pour cet enregistrement. Le taux de TVA. Donc, au Portugal, la TVA peut être à trois taux, donc 6, 13 ou 23, sachant que la majeure partie est à 23, parce que c'est quand on parle de produits et services, normalement, c'est les 23. L'intermédiaire, ça va être pour des produits agricoles, certains articles de santé et hygiène, et la réduite à 6% est pour les biens essentiels, donc aliments, boissons non alcoolisées, médicaments, et aussi la rénovation de biens immobiliers. Donc, la TVA, c'est une des seules taxes qui effectivement est plus élevée au Portugal qu'en France, où vous êtes à 20. Et ici, d'une façon générale, on est quand même à 23%. Pour les sujets à l'international et en B2B, donc ça veut dire quoi? Je suis au Portugal, j'ai une société portugaise, mais je travaille pour un client allemand, français, américain, quoi que ce soit. Les entités étrangères n'ont pas l'obligation de payer la TVA au Portugal, à moins bien sûr qu'ils se déplacent, qu'ils fassent un événement sur place, qu'ils fassent des achats ici. Sinon, ils n'ont pas cette obligation. C'est quelqu'un qui est assujetti au Portugal, donc une société portugaise doit payer la TVA ici, mais pas les sociétés étrangères. Donc, si vous avez un client étranger, vous allez toujours le facturer en autoliquidation, donc sans TVA. L'autoliquidation, ça veut dire que c'est lui qui récupère l'obligation de liquider la TVA dans son pays, et donc ça peut amener à payer ou pas. Mais pour vous, vous récupérez pas la TVA sur la facture de ce client. Ce qu'il faut faire, c'est simplement identifier le numéro de TVA intracommunautaire pour justifier le fait d'avoir la TVA à zéro, tout simplement. Cette réalité est plutôt intéressante parce qu'au-delà d'éviter que les étrangers payent de la TVA qui n'est pas due au Portugal et après ils n'arrivent pas à la récupérer, pour vous, ça vous rend un petit peu plus compétitif parce qu'en dépendant des pays avec lesquels vous travaillez, bah, les honoraires vont être sans TVA. Si un Français embauche quelqu'un en France, un prestataire de service, il devra toujours lui payer la TVA. Alors qu'à vous, même si vous faites les mêmes honoraires, bah, comme il n'y a pas la TVA, en termes de trésorerie, ça change un petit peu le scénario. Pour récupérer la TVA. Donc, quelle est la logique de récupération de TVA? C'est quand vous payez de la TVA à l'État, en dépendant des dépenses que vous avez déjà faites, vous pouvez déduire la TVA déjà avancée. Et donc, c'est seulement ce delta qui a à rendre à l'État. Quand il n'y a pas de delta et en réalité vous continuez à avoir un crédit de TVA, donc vous avez, on va dire, de l'argent de votre trésorerie qui est du côté de l'État parce qu'ils n'ont pas de TVA à recevoir et vous l'avez déjà avancé, c'est possible de demander de récupérer la TVA. Il y a des conditions. Il faut avoir un crédit de TVA de minimum 250 € pendant un an, ou alors avoir dépassé les 3 000 € à récupérer.
Donc, ce qui peut se passer dans ces situations-là, en dépendant de votre activité, c'est qu'il y a un contrôle fiscal. En réalité, un contrôle fiscal, ils vont vous demander deux, trois factures aléatoires, surtout les plus représentatives normalement, pour valider que vous avez bien droit à la TVA que vous êtes en train de demander. Des fois, il n'y a même pas de contrôle. Je vous admets qu'on a des cas, comme c'est si clair et si transparent pour l'administration de pourquoi il y a un crédit TVA, il ne pose pas de questions. On a eu un client qui a demandé 300 et quelques mille euros de récupération de TVA. Zéro question. Et ils ont fait le remboursement parce que ça faisait 15 ans qu'il avait une société et qu'il n'a jamais demandé de crédit TVA. Donc, c'est facile à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un crédit à récupérer. Donc, ça va vraiment dépendre au cas par cas. Si c'est cohérent, il n'y a pas de contrôle. Sinon, il y aura une question ou autre, mais pas de raison que ça soit pas validé. Normalement, votre comptable vous conseille dans ce sens-là au vu de vos besoins. Est-ce que ça a du sens ou pas d'avancer dans la demande de récupération de TVA? Pour les impôts, donc c'est toujours le sujet important aussi, que tout le monde aime bien connaître un peu la réalité. Au Portugal, l'impôt sur les sociétés, c'est l'IRC, donc Imposto sobre o Rendimento Coletivo. Jusqu'à 50 000 euros de bénéfices, l'impôt est à 15% et à partir des 50 000, il passe à 19, donc c'est progressif. Donc les deuxièmes 50 000, la deuxième tranche sera toujours à 19 alors que la première sera à 15. Il n'y a pas de plafond, vous serez toujours maximum au 19. Et d'ailleurs, actuellement, la tendance, c'est que ça baisse. Il y a déjà une validation du gouvernement au niveau du budget d'État où l'objectif est de passer l'impôt maximum à 17. Donc là, en 2027, on passe à 18 et en 2028, normalement à 17. Au-delà de l'IRC, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est pas la seule taxe que vous payez quand vous avez une société au Portugal. Il y a également les taxes autonomes et ADREM. Les taxes autonomes, c'est les taxes qui sont liées aux dépenses, on va dire, de frais de représentation que vous faites au nom de la société. Pour pas qu'il y ait d'abus, en fait, l'administration portugaise n'est pas du tout dans les contrôles fiscaux ni d'investir énormément de ressources à voir si les gens ont tout bien fait. L'administration est plutôt de bonne foi, ils assument que le comptable et que les gérants suivent les règles du jeu. Et il y a vraiment que si vous avez une red flag qui vont vous faire un contrôle. Par contre, en cas d'abus de frais de représentation et de facture où on a le doute si c'est des avantages pour le gérant ou vraiment un besoin de la société, ils vont pas vous poser de questions, ils vont tout simplement à la fin de l'année vous appliquer la taxe autonome. Par exemple, pour les restaurants, ça peut être de 10%, pour les véhicules, amortissement, essence, etc., de 2,5 à 32% du frais. Donc, en réalité, c'est une taxe supplémentaire, mais qui est quand même intéressante. Pourquoi? Au lieu que le frais soit pris en charge à 100%, il est pris à 90, mais il est quand même déduit. Ce genre de modalité, c'est juste pour pas qu'il y ait d'abus ou que les personnes fassent toute leur vie et que mettent énormément de dépenses qui n'ont rien à voir avec la société dans la société. Donc c'est une petite pénalité, on va dire, qui, si c'est les vrais frais de la société, n'a pas autant d'impact que ça. Ça peut aller à plus que 10%, 20 dans ce cas-là, si vous êtes en résultat négatif. Donc, si vous n'avez pas de bénéfice, pourquoi est-ce que vous continuez à faire des frais? Donc, c'est une question de gestion qui a pas trop. Si c'est la première année, par exemple, c'est normal, ils mettent pas ces aggravements. Mais sinon, si vous êtes en négatif, au lieu de payer 10%, vous payerez 20% de taxe autonome. Donc, c'est vraiment pour minimiser les abus. DREM, c'est l'impôt municipal, donc il s'applique aux sociétés qui ont un bénéfice imposable et le taux peut aller jusqu'à 1,5 du bénéfice. Par exemple, Lisbonne, je sais vous dire que c'est 1,5. D'autres mairies, comme ils veulent motiver à l'installation de sociétés, ce taux n'existe pas, il est à zéro, vous êtes exonéré. Donc ça dépend vraiment de où la société est installée, où est votre siège social. Et ça, c'est les impôts qu'il faut prendre en compte parce que vous allez payer tout ça, autant l'IRC comme les taxes autonomes et DREM, au même moment, lors de la déclaration de revenus. Bah là, c'est maintenant, par exemple, les gérants de société ont dû payer ça jusqu'au mois de juillet. Donc, c'est tous les impôts qu'il faut prendre en compte quand vous avez une société. Pour réduire un petit peu les impôts et optimiser au maximum les charges, qu'est-ce qu'on peut faire? Au-delà, bien sûr, de bien déclarer toutes les dépenses, bien mettre votre NIF partout pour que l'histoire de tout ce qui se passe au sein de votre société soit claire et corresponde dans la comptabilité, c'est vraiment la meilleure façon. Des fois, il n'y a pas de secret, c'est faire les choses simples, bien faites. Si vous mettez toutes les factures, vous déclarez bien toute la TVA perçue, toutes vos ventes, si tout est cohérent dans la compta, déjà, normalement, il n'y aura pas de pénalité, de taxes autonomes, ni de frais qui n'ont pas été pris en compte. Donc déjà, ça, c'est une grande aide. Euh, pour que tout soit bien pris en compte. Vraiment, le critère, c'est ça, c'est avoir le NIF de la société, le montant de la transaction et la TVA. Si on parle de factures étrangères, ça arrive très souvent, il y a beaucoup ce doute. Imaginons, j'ai un fournisseur qui est en France.
Il m'envoie ses produits, il m'envoie la facture, tout est bon. Mais lui, il connaît pas les règles portugaises, donc il n'a pas fait la facture nécessairement comme il faut. Quand c'est une facture étrangère, à partir du moment où on comprend de façon claire qu'elle est liée à mon activité et qu'elle se destine à ma société, il n'y a pas de problème, elle peut être acceptée. Bien sûr que l'idéal, c'est qu'elle ait le NIF, le nom, tout le détail comme il faut, mais c'est vraiment une règle pour les factures portugaises. Pour les factures étrangères, c'est un petit peu plus souple parce que des fois, c'est des grosses sommes, on peut pas simplement dire on l'ignore. Ça a été payé par la société, ça fait partie de l'activité, donc ça peut être pris en compte. Il n'y a pas de souci. Relativement au salaire et au crédit d'impôt. Donc, il y a certaines possibilités, il y a des compléments au salaire qui existent pour vous réduire surtout les charges sociales. Parce que, il y a une grande difficulté, c'est que les entrepreneurs, les gérants, souvent, ils veulent augmenter les salariés, mais les charges qui viennent associées à une augmentation sont très représentatives. Même si au Portugal, c'est beaucoup moins qu'en France et dans d'autres pays, on parle de cotisations sociales à la hauteur de 23,75. Donc, contrairement à l'URSSAF de France qui est à 50 ou plus. Mais pour les structures et pour la réalité portugaise, c'est quand même représentatif. Donc, il y a des compléments au salaire qui existent pour valoriser quand même les salaires et les salariés et qui vous évitent les charges sociales. Donc, c'est des outils sympas à connaître. Par exemple, l'indemnité alimentaire qui est plutôt connue. Si vous voulez payer jusqu'à 6 euros par jour sur la fiche de paye, c'est net d'impôt. Si vous voulez souscrire une carte panier repas, ça peut aller jusqu'à 10,46, pareil, net d'impôt. Donc, ni vous allez payer de charges sociales là-dessus, ni le salarié, ni charges sociales, ni impôt à titre particulier. Donc, à la fin, c'est un supplément net pour lui à la fin du mois. Si on parle de 10 euros, c'est 200 euros net qui sont exonérés d'impôt. Frais de représentation. Ça arrive très souvent que autant un salarié comme le gérant a besoin d'avec sa voiture personnelle se déplacer pour une finalité professionnelle. Aucun problème, il y a une modalité qui est prévue pour ça. Vous pouvez vous faire rembourser. Il suffit de formaliser ce déplacement à votre comptable et sur la fiche de paie, vous pouvez vous faire rembourser des frais kilométriques. C'est 40 centimes par kilomètre. Donc ça couvre, on va dire, le déplacement et les 40 centimes par kilomètre sont également exonérés d'imposition, autant en sécurité sociale comme en IRS. Pour la santé, donc comme vous voyez, on parle quand même de choses essentielles au quotidien. On parle d'alimentation, de déplacement, transport, santé. Donc c'est des sujets, c'est pour ça que ça exonère de sécurité sociale, parce que normalement, c'est les essentiels dont n'importe qui n'importe quelle société a besoin au quotidien. L'assurance santé, c'est aussi une option que si l'employeur décide de donner l'assurance santé à tous les collaborateurs, au-delà de déduire le coût réel qu'il paye de son assurance, il peut déduire à 120% en IRC. Donc c'est comme si la charge représentait 20% de plus, ce qui est plutôt sympa parce que quand on arrive au moment de payer les impôts, le fait d'avoir des charges qui déduisent le bénéfice imposable, ça peut être représentatif. Et c'est bien pour les salariés parce que, effectivement, ça leur permet d'être couverts. Le système national de santé au Portugal ne vous garantit que les hôpitaux publics. Si c'est dans le privé, c'est pas du tout un fonctionnement comme la mutuelle en France. Donc la seule façon d'être couvert et d'être tranquille, c'est d'avoir une assurance santé. Si la société le propose, c'est un plus, sachant que maintenant c'est presque automatique. Surtout les sociétés qui viennent embaucher au Portugal et qui sont des sociétés étrangères, ça fait partie du pack salarial à offrir dès le début normalement la carte alimentaire et l'assurance santé. Chèque crèche, qu'est-ce que c'est? C'est une solution pour minimiser un petit peu la difficulté qu'il y a d'avoir des crèches pour les enfants au Portugal, surtout jusqu'à la scolarité obligatoire qui démarre seulement à 6 ans. Et donc, si, imaginons, j'ai un enfant, j'ai besoin de le mettre à la crèche et je vais payer 300 ou 400 euros à la crèche, pour réussir à avoir ce revenu net, si je demande une augmentation à mon directeur, il faut qu'il m'augmente 800, 900 euros pour que je réussisse à avoir cette somme nette pour payer la crèche. Donc, c'est pas viable parce que les charges sont énormes. Donc, il y a une solution que, au lieu de donner une augmentation, c'est un chèque crèche qui est fait pour les salariés, qui est également exonéré de cotisations sociales. Par contre, il y a deux choses à savoir, c'est que le chèque crèche, il peut être utilisé que dans les établissements éligibles. Et après, il y a le chèque, il y a l'éducation. Le chèque éducation, c'est pour les enfants de 7 à 25 ans. Donc là, on parle plus de crèche. C'est vraiment une somme qui est mise sur votre fiche de paye. Il y avait un plafond jusqu'à certains temps, c'était jusqu'à 1100 euros par dépendant. Maintenant, il n'y a même plus de plafond. Où en fait, vous percevez un complément pour payer l'éducation de votre enfant et jusqu'aux 7 ans, donc vous payez ni sécurité sociale ni impôt. Des 7 au 25, vous continuez exonéré de la sécurité sociale, mais il y a quand même l'IRS. Donc il y a un impôt sur le revenu parce que c'est considéré un petit peu comme un avantage en nature, donc c'est taxé à titre de vos impôts personnels.
Mais bon, on gagne quand même, autant vous comme la société, les cotisations sociales qui se payent pas sur cette somme. Et puis pour les déplacements, pareil, si vous allez à l'étranger, vous n'allez pas réussir qu'un restaurant vous donne un ticket avec votre NIF pour que le coût soit clairement pris dans la compta. Donc l'idéal, c'est de prévoir ça s'appelle un complément journalier, c'est une aide au déplacement, on va dire, où vous pouvez récupérer à l'international jusqu'à 175,42 € exonérés de cotisations sociales et d'impôts, et nationalement 72 € par jour. Donc ça vous aide à faire face aux déplacements, sachant que normalement le billet d'avion et l'hôtel, puisque c'est relativement simple d'avoir une facture, c'est mis quand même dans la compta. Et après pour les déplacements, donc transport, taxi ou alimentation sur place, c'est la meilleure modalité pour pas qu'on ait besoin des petits tickets du restaurant et que vous soyez clairement remboursé pour ce déplacement. Au-delà de ça, donc là, les tips que je vous ai donnés, c'est quand même des aides à la gestion du quotidien, relativement à vos impôts, à vos salaires, et on va dire, les essentiels pour la société. Mais en parallèle, au-delà de tout ça, il y a des avantages de l'État et des dispositifs fiscaux qui existent, autant pour vous aider à l'embauche, comme au développement de l'activité, comme à la digitalisation et à améliorer un petit peu les process des sociétés. Donc, c'est très important que vous vous informiez. On a des partenaires qui peuvent vous aider là-dessus, même par exemple des participations, les PPR, les aides de l'Union européenne. Des fois, il y a des fonds, il y a de l'argent à fonds perdu qui peuvent vous aider au vu de ce que vous souhaitez faire. Donc, c'est dommage de ne pas le savoir si ça existe. N'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en relation. Mais donc, indépendamment des aides et des subventions qui existent de ce type, il y a, via l'IFP, qui est le Portugal Emploi, on va dire, des avantages pour vous éviter les charges sociales si vous embauchez des personnes avec un certain profil. Donc, des jeunes qui ont moins de 35 ans, des chômeurs qui sont inscrits depuis plus d'un an et qui ont plus de 45 ans, des personnes en situation de handicap, réfugiés ou autres. Donc, si vous embauchez quelqu'un qui est dans ce profil, vous pouvez éviter pendant 3 ans de ne pas payer de cotisations sociales. Donc, les 23,75 de plus sur le salaire, vous pouvez éviter de les payer. Dans d'autres cas, c'est jusqu'à 50% qui est exonéré pendant 5 ans. Ou alors avoir une subvention au moment de l'embauche, directement, qui peut aller jusqu'à 8 000 €. Donc ce genre de choses, chez Jungle, on vous aide pas à le faire parce que c'est vraiment des candidatures spécifiques, mais on vous donne les astuces, on essaye d'aider nos clients à trouver des solutions, et après on peut vous mettre en relation avec des équipes qui font ce genre de choses, ou pour certains d'entre vous qui parlent portugais, il suffit de contacter l'IFP, autant en ligne comme des équipes qui ont des bureaux exprès pour ce genre de service et ils vous aideront à comprendre comment ça fonctionne pour faire les demandes. Les finances ont également certains avantages pour encourager les entreprises à investir autant dans des actifs comme permettre de déduire certains investissements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en vous résumant la chose? C'est que si vous faites certains types d'investissements, dans les années qui suivent, vous pouvez déduire cet investissement, bien sûr, de l'impôt sur les sociétés et récupérer de 10 à 25% de l'investissement en titre de ce régime. Donc pendant les premières années, en dépendant des abattements et du type d'investissement que vous faites, si vous êtes, parce que normalement quand on investit au début, vous n'allez pas avoir des bénéfices énormes, c'est normal. Vous venez d'investir, vous avez plus de charges que de facturation et de rentrée. Donc très vite, ça peut représenter vous éviter de payer des impôts. Par exemple, une société qui investit 100 000 € en machine, elle peut déduire 10 000 € et 25 000 € de son bénéfice imposable, en dépendant du cas, dans l'immédiat indépendamment des factures de coûts qu'elle est vraiment et du reste des dépenses de l'activité. Donc ça, c'est plutôt pour des usines, pour des activités qui ont vraiment besoin d'investir dans des actifs qui, normalement, les investissements sont plutôt élevés et qui sont nécessaires à la production de la société. Donc c'est des abattements complémentaires au-delà du fonctionnement normal en termes d'IRC. Au-delà de ça, il y a effectivement d'autres possibilités. C'est si les sociétés renforcent les capitaux propres, donc aider un petit peu à avoir de la trésorerie dans les sociétés, à avoir des sociétés plus stables. Si vous gardez 4%, non, si vous gardez de l'argent en capitaux propres, vous pouvez récupérer et déduire 4% en IRC. Donc, par exemple, la société X présente un résultat avant impôt de 50 000 €. Les associés décident de ne pas distribuer les bénéfices
Ils veulent les intégrer dans le capitaux propre de la société. Et grâce à ça, ils pourront déduire 2 250 € du bénéfice imposable. Donc, c'est des stratégies du gouvernement pour vous aider autant à l'investissement comme à renforcer les capitaux propres des sociétés. Parce que bon, au Portugal, je vous admets que déjà le capital social, il peut commencer dès 1 euro, ce qui est pas génial en termes de crédibilité, mais le fonctionnement réel et la loi indiquent ça. Et les sociétés n'ont pas énormément de capitaux, même s'il y a du bénéfice. La réalité au Portugal, c'est qu'il y a beaucoup de PME, beaucoup de petites sociétés qui n'ont pas énormément de bénéfices nécessairement, de structure ni de capitaux. Les actifs, quand même, oui, parce que les Portugais investissent pas mal. Donc, en termes d'actifs, il y a pas mal d'actifs, mais moins en termes de capital. Et donc, c'est une solution pour encourager les entreprises à renforcer leurs capitaux propres. Et le CIFID, un petit peu la même logique, mais c'est encourager les entreprises à investir dans la recherche et développement. Donc, récupérer 32,5 des dépenses dans la recherche et développement sous forme de crédit d'impôt. Et le taux peut même aller jusqu'à 82,5 dans certains cas. Donc, si sur plusieurs années, vous avez un projet qui est éligible au CIFID, vous pouvez avoir un crédit d'impôt de 82,5. Là, l'exemple qu'on a, c'est un groupe pharmaceutique, par exemple, qui investit 50 000 € dans un logiciel pour développer un nouveau médicament. Donc, ce groupe peut soumettre une candidature pour avoir ce crédit d'impôt. Et donc, dans le pire des cas, ça sera un crédit d'impôt de 16 250 €. S'ils arrivent à avoir plus, ça peut aller jusqu'au 82,50. Il y a plusieurs conditions pour réussir à l'avoir. Et il y a beaucoup de sociétés qui aident à ce genre de candidature, sachant que la plupart se rémunèrent en success fee. Donc, ils ont tous les intérêts de vous faire avoir les fonds et de gagner le crédit d'impôt. Et donc, au-delà du panorama fiscal général, de comment optimiser vos charges, avoir des réductions de charges sociales et même des crédits d'impôt, il faut vous poser la question de comment est-ce que vous souhaitez vous rémunérer. Pour ça, il y a plusieurs solutions, bien sûr. Il faut prendre en compte que quand on parle de salaire, il y aura toujours les charges de la société, donc les charges de cotisation sociale, je vous parlais jusqu'à maintenant, les 23,75. Et en plus, en tant que salarié, donc quand vous êtes gérant rémunéré, vous avez les deux parties, il y a 11% de déduction pour la sécurité sociale. Ça veut dire que avoir un salaire, c'est intéressant pour plusieurs scénarios. Un, c'est que le salaire, c'est un charge déductible de votre société. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de dépenses, bah, cette sortie d'argent va quand même vous permettre de payer moins d'impôts. Si vous avez besoin de cotiser pour la sécurité sociale, pour des questions toutes simples comme retraite, chômage, congé maternité, paternité, etc., vous voulez acheter une maison, vous avez besoin d'un salaire, donc le quotidien, bien sûr, c'est plus intéressant d'avoir un salaire. Par contre, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en salaire. Il est possible de faire, de combiner un petit peu les deux. Un salaire pour payer vos factures mensuelles, avoir des charges dans la société et pas avoir un impact énorme en termes de chasse sociale. Et après, au vu de votre activité et des résultats, vous rémunérez en dividendes. Donc, une situation hybride est plutôt intéressante, mais faut toujours analyser au cas par cas, bien sûr, au vu de plein de choses. Du foyer fiscal du gérant, des autres revenus que vous avez. Si vous avez un régime fiscal plus avantageux où ça a plus de sens de passer tout en salaire et non nécessairement en dividendes. Donc, c'est ce type d'analyse qu'il faut faire. Pas seulement au vu de la société, mais de votre cadre personnel. Pour vous donner une idée, on a beaucoup de clients qui regardent que leur situation et après, au niveau des impôts, bah, quand on voit avec eux, si monsieur ou madame, par exemple, a des salaires qui sont imposés à beaucoup plus, votre foyer va avoir un taux d'imposition énorme et donc ça n'a aucun sens de récupérer des salaires. L'idéal, c'est d'avoir le SMIC, par exemple, en salaire pour avoir quand même une sortie d'argent mensuelle et après, vous rémunérez en dividendes qui ont une flat tax de 28% qui peut même être réduite si vous déclarez ça lors de votre déclaration annuelle de revenus puisque en déclarant sur l'IRS, seuls 50% des dividendes que vous avez perçus vont être taxés. Donc c'est presque comme si cette taxe 28 passe à 14. Et l'avantage des dividendes, effectivement, c'est qu'ils sont exonérés de cotisations sociales. Donc les 34,75 que vous payez au quotidien sur le salaire, en dividendes, vous n'allez pas les payer. Ça veut dire que vraiment, l'idéal, normalement, c'est équilibrer un petit peu les deux, mais il faut toujours analyser au vu de votre foyer et des autres revenus que vous avez, ce qui est le plus intéressant. Voilà, je pense que je vous ai dit tout. C'est le moment, si vous voulez garder mes contacts, n'hésitez pas pour me joindre après pour d'autres questions ou poser vos questions dans l'immédiat. Je pense qu'on a quelques minutes.